la diversité du paysage de Vitry-sur-Seine, l'art vient régulièrement à votre rencontre. Vous surprendre au coin d'une rue, dans les dédales d'un centre commercial, vous accueillir dans les espaces publics ou bien encore à l'entrée d'une école. Aux confluences de la départementale 5 des avenues Youri Gagarine et Lucien Français, l'hôtel de ville impose ses rondeurs intemporelles de briques, surplombées de toitures en zinc et ronds avec les lignes des tours alentours. 400 000 briques, 6 600 mètres carrés de zinc, 22 000 mètres carrés de plancher, 650 portes, 100 mètres carrés de verrières, 2 ans et demi de travaux plus tard, le 30 novembre 1985, les Vitriots pouvaient enfin fouler le sol de granit rose de leur nouvel hôtel de ville, être accueillis dans le hall par les reflets chaleureux de la lumière traversant les vitraux. Lorsque je suis devenu maire en 1977, un projet d'hôtel de ville était quasiment bouclé. Il n'y avait plus qu'à donner l'ordre de service. Seulement, il y avait deux problèmes. Le coût, qui était élevé, et puis il fallait aussi avoir l'accord des personnes qui allaient y vivre, le personnel communal, et construire un bâtiment alors que les gens qui vont y vivre sont opposés à cette conception. C'était pas possible, c'était la guerre, donc on n'allait pas construire un bâtiment avec une opposition forte. Et donc nous avons décidé avec l'équipe municipale de reprendre les choses à zéro, de recommencer, et que nous avons discuté avec les maires adjoints, le bureau municipal, et tous mes amis, mes collègues étaient unanimes pour choisir François Gérard. Et donc ça s'est fait dans ces conditions, quoi. Et ça a été un énorme travail de concertation, et je crois que ça nous a permis d'avoir un accord unanime avec le personnel. Nous avons fait aussi des expositions en direction de la population, et nous avons eu un consensus qui est indispensable. En tout, il y a eu 7 ans. Entre le premier rendez-vous et la livraison, il y a eu exactement 7 ans. Et il y a eu 2 ans de travail sur le programme. On a réuni au moins 4 fois chaque service. Et quand je dis chaque service, c'était pas que les chefs de service, c'était l'ensemble du personnel. On les réunissait dans une salle et on leur posait des questions, ils répondaient. Enfin voilà, c'était tout un travail d'échange. Et petit à petit, au bout de tout ce temps, disons que le programme non seulement a été mis au point, mais a été concrétisé par des plans. Alors des plans schématiques qui étaient des plans d'organisation de l'espace. Certains services, notamment l'état civil ou les affaires familiales, voulaient être près de l'entrée, parce qu'il reçoit beaucoup de public, ça paraissait logique. Donc j'ai trouvé le parti qui est celui qui est en place actuellement, avec un grand hall qui dessert tout, qui accueille et qui dessert, et ce qui fait que chaque service qui donne sur ce hall directement est près de l'entrée. Il y avait cette volonté d'avoir une entrée unique, quelle que soit la qualité de la personne qui entre dans l'hôtel de ville, on est reçu de la même façon. Pour moi, un hôtel de ville, ça a une signification, c'est pas un bâtiment, c'est pas simplement des bureaux. Voilà, il y a quelque chose de plus. Un hôtel de ville, c'est quand même, d'abord, c'est la maison pour tous, ce qu'on a toujours dit, et puis en même temps, il y a une représentativité de la commune, enfin, le poids de la commune doit être marqué par l'architecture, sinon c'est pas la peine. Le terrain, c'est un terrain carré qui fait 100 mètres sur 100, hein, donc un carré. Et il y a une rue là, une rue là, une rue là, une rue là. Bon. Dans les règlements d'urbanisme, partout, dans toute la France, quand on fait un bâtiment sur l'angle de 2 rues, on est obligé de faire un pan coupé. C'est une règle impérative, on n'a pas le choix.
Donc j'étais obligé de faire un pan coupé là et un pan coupé là. Ici, je n'étais pas obligé, puisque de toute façon, le terrain continue comme ça, mais j'avais obligatoirement 2 pans coupés. Et puis, comme j'avais déjà dans le fonctionnement, tout à fait au départ, quand on a travaillé sur le programme, j'avais déjà ces unités qui étaient des unités fonctionnelles par rapport aux différents services qui devaient venir dedans. Et je me suis dit, bon, ben là, j'ai un pan coupé. Pourquoi je ne continuerai pas? Voilà. L'idée de l'Octopode est partie de l'obligation du pan coupé. C'est uniquement ça. C'est devenu un thème. C'est vrai que dans un bâtiment, c'est intéressant d'avoir un thème, parce que ça permet justement de retrouver une idée de base et de la multiplier. J'avais envie d'avoir des fontaines sur l'esplanade. Et donc j'ai dessiné des fontaines de façon à ce que ce soit des octogones, évidemment. J'avais envie de faire des jets d'eau, bien sûr, mais surtout des cascades. L'accès au parking du souterrain qui est sous l'esplanade, et en même temps l'accès au passage souterrain qui traverse la nationale, il fallait qu'il y ait un accès handicapé. Donc j'ai prévu cette rampe qui descend progressivement jusqu'au niveau du sous-sol. Et je voulais que cette rampe soit avec des plantations, donc les murs séparatifs sont des jardinières. Et puis il y a le pont, puisque c'est une sortie de secours de la salle du conseil. Et donc, il fallait que franchisse cet espace. J'ai dessiné ces cheminées vénitiennes. C'est les évacuations des circulations. Il y a une arrivée d'air frais en bas, et puis des cheminées qui permettent d'évacuer la fumée s'il y a un incendie. Comme de toute façon, il y avait une décision dès le départ d'avoir une entrée unique pour cet hôtel de ville. Mais il y avait le problème des handicapés, étant donné qu'il y a quand même un dénivelé de plusieurs mètres. Et puis j'ai un de mes collaborateurs qui a eu l'idée de mélanger les rampes et les emmarchements, ce qui rend tout à fait intéressant. C'est un élément architectural fort qui contribue aussi à la qualité du parvis. La ville de Vitry a quand même depuis maintenant 40 ans une politique de l'art dans la ville importante. Donc, forcément, quand il s'agissait de faire l'hôtel de ville, on ne pouvait pas ne pas mettre des œuvres d'art. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, j'ai fait ces 8 verrières, c'est l'endroit où il faut mettre des vitraux. Valerio Adami, peintre italien né en 1935, a transposé dans les thèmes de ses vitraux les actes de la vie quotidienne. Figure emblématique indirectement liée à la ville, comme le fils prodigue, car il y a toujours quelqu'un qui part ou quelqu'un qui revient. 2 allégories, l'une sur la vie et la mort, l'autre sur la femme. Le bonnet rouge qui ne coiffe pas Marianne mais le buste d'un adolescent. Ubu-Roi, une ironie sur le pouvoir, des mystifications vigilantes pour nous défendre de la bureaucratie. Le mariage dans une atmosphère bucolique, soulignée par des cercles de fécondité. Le jongleur, acteur de la fête, qui exprime l'extraordinaire de la vie. Ou encore plein air, avec un berger pour rappeler la campagne, l'importance de la nature dans une ville moderne. L'homme, ainsi transporté dans l'univers onirique de Valerio Adami, retrouve dans ces situations de fable les symboles de la vie civique, sociale et culturelle.
Et le choix d'Adamy, effectivement, c'est avec Serge Guillou qu'on a proposé à Adamy. Sa technique de peinture, c'est des traits et des aplats de couleurs. Donc ça correspondait parfaitement à la technique des vitraux. Valerio travaille avec des aplats qui correspondent bien à des surfaces de verre. Il travaille avec des traits qui correspondent bien au linéaire des plombs, puisque dès qu'on change de couleur dans un vitrail, ça se traduit par l'intervention d'un plomb. Mais il y a eu quand même des contraintes techniques données par nos dimensions de feuilles de verre qui quelquefois étaient un peu petites par rapport à ses désirs et qui l'a obligé, oui j'allais dire obligé et contraint à une redécouverte de son dessin ou à une complémentarité de son dessin. C'est rediviser certains espaces en accord avec son propre graphisme. Et si vous reprenez certains dessins de peinture qui ne sont pas du tout dirigés vers le vitrail, on sent très bien, vous avez un trait noir qui s'arrête au milieu de rien. Or, le plomb, il a besoin d'aller d'un point à un autre. Donc, pour avoir une soudure à chaque côté. Alors, très vite, il a opté pour l'utilisation du verre antique. Un verre qui est encore soufflé à la bouche, sous forme de bouteille, coupée, fendue, et qui donne des vibrations à l'intérieur même d'une même plaque. Puisque quand le souffleur de verre tourne sa bouteille, il suffit qu'il ne tourne pas rond exactement à un moment. Il y a un dépôt de verre supplémentaire qui se fait. Comme le verre est coloré dans l'épaisseur, il y a des nuançages différents. Donc très vite, Valerio a adopté pour ce type de verre. Alors en ce qui concerne le choix des couleurs, on a la chance d'avoir un nuançage de référence de teinte assez important ici à l'atelier, entre 300 et 400 nuances. Là, c'est très personnel. C'est Valerio qui disait « je veux celui-là, je veux celui-là ». Comme on a des référencements par casier, on notait le numéro du casier où aller. Vous avez également sur ce dessin qui est sur cette photocopie qui est un document qui va suivre toute la réalisation du vitrail, un certain nombre d'indications. Là, c'est une indication qu'on a fait à la demande de Valerio pour indiquer une grande zone jaune. Bon, il avait besoin de ce rappel pour caler les autres couleurs. Et vous avez cette ingrid bleu, c'est pas forcément du bleu, mais c'est pour montrer la silhouette avec le bras et les deux jambes. Et dans certains cas, vous avez des numéros au crayon qui correspondent à l'échantillon de couleur jaune choisi qui était à l'époque dans le casier 25. À partir du moment où les maquettes, qui sont des dessins à plus petite échelle, ont été réalisés, acceptés, et surtout acceptés par Valerio, il est venu ici assez souvent pour faire les cartons, grandeur réelle, grandeur d'exécution, que vous pouvez voir et où on sent toute la maîtrise qu'il a dans son trait et qui est assez extraordinaire. Vous avez le carton d'une demi-fenêtre, hein, c'est-à-dire les deux panneaux de droite du bureau, et sur ces plombs sont indiqués en rouge les plombs épais, en vert qui font 15 mm de largeur. Hein. Là, on va être à 12 et là, on est à 8. Mais quelquefois, on a des plombs beaucoup plus minces, comme ici. Surtout là, vous avez une pièce extrêmement petite. Si on avait mis un plomb trop gros, on ne voyait plus du tout ce qui entourait l'ongle.
Outre Valerio Adami, 2 autres artistes ont réalisé des œuvres de facture tout aussi originales dans le cadre du 1% artistique intégré dans l'architecture de l'hôtel de ville. Elles ornementent les salles civiques. Le dessinateur hors pair qu'est Ernest Pignon-Ernest, né en 1942, coutumier des personnages dessinés grandeur nature, exposés dans l'espace urbain, propose ici un détail de 2 mains unies. La sculpture murale vient orner l'arc plein de la salle des mariages. Agrandie et découpée dans une tôle d'acier, les éclats de la matière reproduisent dans cet extrême agrandissement chaque sillon du dessin. Pour veiller à la conformité des votes de la salle du conseil municipal, les élus et l'architecte ont souhaité une peinture pour symboliser Marianne plutôt que le traditionnel buste. L'artiste Ibaral travaillait à partir d'une image numérisée, technique héroïque au temps des balbutiements de l'informatique. Cette image projetée, il la reproduisait dans une technique plus traditionnelle de peinture acrylique, peignant sur autant de petits carrés de 5 cm sur 5 toutes les nuances d'une même gamme. C'est en s'éloignant de l'œuvre qu'apparaît alors le motif du sujet. La politique de la ville, au niveau de l'art, c'est justement l'intégration de l'art dans la vie de tous les jours. La mairie, dans cet ensemble, elle est le symbole de cette politique culturelle, parce qu'elle réunit la vie citoyenne, les valeurs citoyennes, et qui fait corps, le corps institutionnel, et en même temps, elle associe la culture qui fait âme. Et puis les vitraux, c'est tellement symbolique de cette lumière qui traverse un lieu. Et d'ailleurs, c'est très beau quand on va dans la mairie et qu'on voit ce sol, ce parquet illuminé de manière impromptue. On est surpris tout le temps par cette vie, parce que les vitraux sont vivants. Pour François Girard, un bâtiment doit être original, au sens où il doit être parfaitement adapté. Le rôle de l'architecte est très étendu, puisque c'est lui qui concrétise et globalise toutes les données pour les transformer en architecture. Faute de cette démarche, il n'y a que construction. De tout cela dépendra l'âme du bâtiment, la poésie qui s'en dégagera. Planté au cœur de la cité, l'hôtel de ville veille en témoin privilégié de l'imaginaire des hommes. Autour, la ville continue de se transformer, au rythme des variations démographiques, économiques et écologiques. Inlassablement, les hommes rêvent et construisent leur ville de demain.